comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Diego Elizondo, qui est un passionné de l'histoire franco-ontarienne et puis un citoyen ordinaire, mais un citoyen activiste passionné. Bonjour et bienvenue à l'émission, Diego. Bonjour Jean-Marie. C'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Et quand on préparait cette émission, si on se disait, mais attends, l'histoire, le patrimoine franco-ontarien, avec un regard de quelqu'un, par exemple, comme moi, qui est arrivé avant-hier ou hier, ben, je me suis dit, ben, ça prend quand même pour une émission comme c'était la nôtre, une émission sur le vivre ensemble, d'aller demander à ceux qui, peut-être qu'on a trouvé là, qui étaient là avant nous, comment est-ce que c'était avant. Alors, donc, c'est toujours important de parler avec les passionnés comme toi. Je me suis dit, ben, cette histoire, ça m'intéresse. C'est sûr, ça va intéresser ceux et celles qui vont écouter l'émission. Et je me suis dit, mais attends, le vivre ensemble... On arrive, une culture francophone est là, il y a une communauté qui est établie et nous sommes en Ontario. Ça se passe comment? On pensait que tout se passe de l'autre côté au Québec, mais en Ontario, il y a des francophones aussi. Absolument. Comme tu le dis, c'est pas qu'au Québec qu'on en retrouve. En Ontario, c'est la plus grande population, évidemment, hors Québec, de francophones au Canada, qui sont là depuis plus de 400 ans. Une anecdote pour se rappeler de la durée, l'enracinement profond des francophones en Ontario. On dit souvent que le français, c'est la langue de Molière. Hein? Oui. C'est une expression consacrée. Par contre, on parlait le français en Ontario avant même la naissance de Molière, avec Étienne Brûlé, Champlain, donc les premiers explorateurs lorsqu'ils arrivent ici. Donc, c'est quand même drôle de dire que le français avait quand même faisait légion en Ontario avant même la naissance d'un des plus grands dramaturges de notre langue. Exactement. Et donc, cette culture-là s'est enrichie et s'est développée à... Est-ce qu'il y a quand même une culture, un patrimoine comme celui-là, a énormément, certainement, beaucoup de repères? Oui. Et depuis 400 ans, tu le dis, ça continue à s'enrichir, ça continue à se modifier, à s'ajouter avec les vagues successives de gens qui arrivent. Oui. Que ce soit ailleurs dans le monde, que ce soit dans le Canada, que ce soit même de d'autres communautés francophones. Là, par exemple, prenons les Acadiens. Oui. On en retrouve plusieurs également en Ontario. Et donc, tout ça fait en sorte que ça l'enrichit depuis 400 ans, malgré le statut de minoritaire qui a toujours été très difficile à continuer à assurer la pérennité de la communauté. Le statut de minoritaire, on en reparlera un peu plus en émission, au cours de l'émission. Mais cette origine, les origines, est-ce qu'on peut retracer aujourd'hui les grandes tendances des origines? On ne veut pas refaire toute l'histoire, 400 ans, c'est 4 siècles. Bon. Ouais. Mais est-ce qu'il y a les grandes tendances de la provenance de ces premiers ou ces premières francophones-là? La grande tendance, c'est qu'on dirait que c'est un peuple qui refuse de mourir. C'est un peuple qui reste toujours soudé, solidaire. Puis on le voit avec les crises successives linguistiques qu'il y a eu. Que ça soit, évidemment, tout le monde connaît un peu le règlement 17, première grande crise majeure, où les gens se sont solidarisés, ont lutté pour leur survie. Ça remonte à il y a plus de 100 ans. Exactement. Et jusqu'à tout récemment, maintenant, avant on disait que c'était à Montfort, la dernière crise, là maintenant, il y en a eu une autre. Il y en a une autre. Avec les coupures en 2018, là, avec l'Université de langue française et le commissariat. Donc, il y a cette constante-là qui revient constamment. Forcément, les gens du règlement 17, c'est pas les mêmes qui manifestaient il y a 2-3 ans dans les rues. Là. On a l'impression qu'en regardant le portrait de cette communauté-là, c'est comme si permanemment, il y a qu'une épée de Damoclès sur la tête, où il y a quelque chose qui rentre, il y a un gouvernement qui rentre et qui veut tout arrêter. Mais ça sort d'où? On se dirait dans un pays comme le nôtre où on veut vivre ensemble, comme le titre de l'émission. Oui, bien effectivement, c'est ce qui est un peu étrange parce que le Canada, me semble, est un bon modèle de vivre ensemble, toute fin pratique. Il y a énormément de défis, évidemment. Mais quand on regarde, disons, dans l'histoire canadienne,
je pense qu'il n'y a jamais autant de reconnaissance de la diversité, de la pluralité et de respect mutuel qui doit s'accompagner. Donc, tant mieux, mais il y a quand même des défis. Et les francophones, tu le disais, l'épée de Damoclès, je pense que ça vient avec le statut de minoritaire. Peu importe les minorités où ils se trouvent, c'est pas propre qu'aux Franco-Ontariens. Il y a toujours cette tendance-là à perdre ses acquis ou à toujours être en danger, malheureusement. Ça doit rendre des relations un peu conflictuelles, souvent, des relations... Mais on vit comment avec ça? Surtout quand on n'est pas quelqu'un qui vit dans cet environnement-là. Comment est-ce qu'on réussit à garder le sourire, à garder la tête au-dessus de l'eau? Oui, bonne question. Heureusement, on penserait qu'avec toutes ces attaques-là, ces dangers-là, ça permettrait d'émerger plus de conflits, mais la communauté franco-ontarienne est très résiliente. Donc, on garde le sourire, on continue à aller de l'avant. Et forcément, je pense qu'en connaissant aussi les luttes qu'on a obtenues avec succès, les victoires qu'on a obtenues, ça nous permet de dire, bon, on n'est pas tout seul dans cette aventure-là. Il y a des gens qui nous ont précédés, à nous de la continuer. Il y a des gens qui vont suivre forcément. Et ça nous permet après ça d'aller chercher des alliés pour justement garder le sourire et de faire une action positive. Et ça, je pense que ça touche un aspect de l'émission, comment on garde l'équilibre dans ce vivre ensemble-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités au niveau de la culture aussi qui sont à maintenir, les écoles. C'est un grand patrimoine quand même à entretenir pendant ces temps. Absolument. Puis tu le dis, c'est important et intéressant de mentionner l'histoire et le patrimoine. Des fois, les gens ont l'impression que c'est quelque chose à part dans une boîte, mais ça fait vraiment partie intégrante de la culture, au même titre que le théâtre, que les arts visuels, que de la peinture, ou peu importe. Ça fait vraiment partie intégrante. Donc, lorsqu'on défend ou on veut que la culture franco-ontarienne continue de perdurer, c'est important de ne pas oublier ces deux aspects-là, histoire et patrimoine. Donc, les artistes à ce niveau-là, les écrivains, tous ceux qui sont dans le domaine de l'art ont un rôle à jouer énormément au niveau du maintien, de la pérennisation de la culture. Oui, et ce qui, moi, m'interpelle dans l'étude de l'histoire, c'est que si les gens s'intéressent à la vie, ils vont s'intéresser à l'histoire, parce que l'histoire, c'est vaste. C'est l'expérience humaine dans son ensemble. On peut avoir de l'histoire culturelle, on peut avoir de l'histoire culinaire, on peut avoir de l'histoire politique. C'est infiniment vaste. Alors, dès qu'on s'intéresse à un élément de la vie, on s'intéresse après coup à l'histoire, forcément. Toi qui es un acteur communautaire, tu es passionné d'histoire, en même temps, tout le monde se poserait la question de savoir, mais Diego Elizondo, ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce qu'il fait là en francophonie? Pour les gens qui pourraient dire, mais on s'attendrait peut-être à un nom beaucoup plus francophone. Oui, justement. Surtout dans le cadre du concept du vivre ensemble. Oui, dans tout le concept de vivre ensemble. Moi, j'ai l'impression d'avoir une expérience un peu atypique dans le milieu franco-ontarien, c'est-à-dire, je ne suis pas membre d'une minorité visible, c'est évident. Néanmoins, le nom pose des fois des cols ou des questions aux gens, il y a des interrogations. Donc, quand j'entends certaines personnes issues de la diversité ou issues des groupes immigrants, je me reconnais un peu dans ce qui... Dans le parcours. Dans le parcours, dans ce qui est les doléances ou ce qui reproche des fois à une certaine frange de la francophonie qui est un peu plus frileuse ou timide, disons-le ainsi. Alors, justement, habituellement, c'est beaucoup plus direct. C'est, Diego Elizondo, c'est pas un nom francophone. C'est pas un nom franco-ontarien. D'où tu viens? Des questions que... Est-ce qu'on se sent un peu à l'écart souvent? Est-ce que tu as l'impression que tu te fais regarder de travers ou on dit, mais c'est qui, lui? Des fois, malheureusement. Poser la question, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, c'est intéressant parce qu'on la pose jamais ainsi. Alors ça, c'est plus sympathique. Ça dépend... Moi, je pense que ça dépend vraiment des individus. Il y a des gens pour qui ça va d'emblée, il y a de l'inclusivité, ça pose pas de problème. Il y en a d'autres qui sont plus réfractaires. Alors, moi, je suis né au Canada, je suis né en Ontario, tout ça. C'est vraiment juste une partie de mes deux parents. Mon père est mexicain. Alors, habituellement, les gens pensent toujours qu'Elizondo, c'est de l'italien, ce qui n'est pas le cas. Ils pensent que c'est du portugais, ce qui n'est pas le cas. Alors, c'est un nom hispanique. Mais encore plus précisément, c'est un nom basque, donc Pays basque en Espagne. Et ce que j'aime faire le parallèle, évidemment, ça remonte à très loin. Mon père n'est pas basque. Il y a eu de l'immigration. Le Canada n'est pas la seule terre d'immigration. Il y en a eu au Mexique, exactement, aussi, partout dans les Amériques. Au Brésil, en Argentine. En effet. Et donc, finalement, c'est
comme on le sait, les Pays-Bas, c'est des gens en situation minoritaire dans leur contrée. Je me dis, il doit y avoir des gènes en moi qui ont forgé cette passion pour les statuts minoritaires qui expliquent un peu mon implication. Et puis cette double appartenance, double culture de tes parents aide aussi à peut-être mieux comprendre les enjeux qui sont défendus, la complexité. Et puis ça peut aussi faire partie des discussions qui se passaient à la maison, peut-être aussi. Oui, puis d'apprendre aussi une deuxième langue très rapidement. Le français est ma première langue, ça c'est certain. Puis c'est ma langue maternelle à cause de la mère, forcément, comme le nom l'indique. Mais je pense que déjà être présenté à différentes origines, différentes cultures, c'est la façon de voir le monde qui diffère selon les cultures. Personne détient le monopole de la vérité ou de la réalité. On se communique et on se construit un monde par rapport à notre expérience, par rapport à notre culture, pour rendre compte de ce qu'il est. Alors d'être confronté à ça à un jeune âge, une double culture, la plupart des Franco-Ontariens typiques, c'est souvent de l'anglais ou du français. L'anglais ou le français, mais toi, tu en avais 3. Moi, j'en avais 3. L'anglais, le français... L'anglais était latent, mais l'espagnol et le français, très... Et ça permet de voir aussi les similitudes. Bon, déjà, c'est 2 langues et 2 cultures qui se ressemblent. Donc, il y a des points de convergence, il y a des points de distanciation. Mais c'est certainement un plus. Donc, toutes les 3 étaient peut-être en minorité. Bien, tu les as mis ensemble pour donner ce que le Diego que j'ai en face de moi. Absolument. Puis je pense que... Pour la communauté franco-ontarienne, ce qui explique encore plus mon implication, c'est que je me reconnaissais pas, dans un très jeune âge, les questions identitaires me passionnaient, je me reconnaissais pas dans les identités de mes 2 parents. Déjà, il y a une distance générationnelle forcément qui fait une distance entre nous. Et donc, j'ai dû me forger moi-même une propre expérience, une propre identité. Et ce qu'il y avait là, c'était l'identité franco-ontarienne. Tu l'as mentionné au début de l'émission, les écoles qui ont tout un mandat, une mission de construction identitaire. Pour moi, ça a fonctionné. J'ai su me reconnaître et me retrouver dans là parce que mon père, forcément... L'Ontario français, ça lui dit rien. Et même ma mère, qui est canadienne-française, qui habitait en Ontario depuis Donc pour elle, 18 c'était ans. Comme... Il y avait beaucoup d'acquis, mais bon... Oui, c'est comme la plupart des Franco-Ontariens, là, c'est-à-dire, elle n'est pas du tout contre le fait français, au contraire, mais c'est pas quelque chose qui la fait vibrer. Et c'est quelqu'un qui parle 4-5 langues. Alors pour elle, si quelqu'un ne s'exprime pas en français, c'est pas grave, elle va changer de langue. Donc c'est pas ce qui la fait vibrer comme tel. Alors que moi, c'est tout le contraire. Oui, c'est le contraire. Et puis c'est la raison pour laquelle cette passion-là, cette flamme, tu continues à la passer, à être intéressé à cet univers-là. Il me reste quelques temps pour passer à la pause, mais donc en un mot de ce Diego que j'ai en face de moi et qui a eu cette intersectionnalité entre les cultures, les langues, cette influence-là. On fait comment si on a un jeune qui est en train d'écouter ça? On l'aide comment? Avec quoi? On l'aide avec l'implication, je dirais. La communauté franco-ontarienne se retrouve dans ses réseaux communautaires, dans son milieu associatif. Donc, je pense que l'implication, le fameux par et pour, on entend souvent parler quand on parle d'université, entre autres choses, mais ça s'applique à toutes sortes de choses. De se prendre en main. Et d'ailleurs, ça, c'est on parlait de constance et de courant dans l'histoire. Ça en est une autre, de se prendre en main. Et donc, moi, je prends ça comme un bon indicatif pour les jeunes qui sont en train d'écouter. Donc, se prendre en main, prenez-vous en main et puis ne vous dites pas qu'il y a quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui pourrait le faire à votre place et s'engager. Donc, s'engager auprès de sa communauté, de son école ou de où on est. Puis on n'est pas déterminé par ce qui nous a précédés, malgré le fait. Ça peut sembler paradoxal à prime abord de dire quelqu'un qui est passionné par l'histoire et le patrimoine, mais au contraire, c'est pour nous donner des repères. Ça nous donne du sens. Sinon, pourquoi lutter pour la francophonie? Oui, parce qu'on est francophone, mais encore. Ça nous permet de nous situer dans le long terme, dans un récit, et de nous donner des points de repère, justement, des points identitaires. Merci beaucoup. Si tu permets, Diego Elizondo, on va passer à une courte pause et on revient pour la suite de l'émission Vivre ensemble. Donc, vous restez là et puis ne quittez pas. On revient tout de suite après la pause.
Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. La prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. À la prochaine émission, on se retrouve du côté de l'Europe de l'Est, au pays du paprika. Et on cuisine une recette de goulash hongroise. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Alors, de retour après la pause, donc toujours à Vivre ensemble, je suis accompagné de Diego Elizondo, donc, qui est un passionné de l'histoire franco-ontarienne et puis un citoyen du monde et puis surtout activiste. Je ne sais pas, activiste, ça marcherait un peu? Oui, citoyen engagé. Un citoyen engagé, ancré dans sa communauté. Et puis, donc, comme l'émission s'appelle Vivre ensemble, pour certains, le vivre ensemble, c'est parfois, on prend le concept pour l'intégration, pour d'autres, c'est l'inclusion. Mais je vais poser la question à tous mes invités. J'aime la poser à tous mes invités. Donc, pour toi, le vivre ensemble, ça signifie quoi? Pour moi, ça signifie l'harmonie, la tolérance, la paix, le respect mutuel, la compréhension. Des idéaux et des valeurs extrêmement importants qu'on semble des fois prendre pour acquis, mais comme la démocratie, quelque chose d'extrêmement fragile qu'il faut chérir, parce que sinon, les conséquences pourraient être absolument catastrophiques. Donc, si je comprends bien, c'est comme une fleur qu'on doit arroser à chaque fois. Oui, c'est une bonne analogie, absolument. Quelque chose à entretenir. Oui. Et donc, faut pas sinon, beaucoup de choses, beaucoup d'acquis sont perdus. On est dans la complaisance et ça ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. Puis l'étude de l'histoire passée nous permet justement de voir ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on veut éviter pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Comme francophone aujourd'hui, à quel niveau, si on avait un degré de mesurer notre vivre ensemble, et puis on est en 2021, et post-pandémie peut-être, mais la réalité est là. On se mesurerait comment? J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a des défis récurrents. Je pense qu'il y a une meilleure compréhension, il y a une meilleure acceptation, il y a une volonté qui est là, j'estime. Dans le milieu associatif, c'est le milieu que je connais le plus dans le milieu franco-ontarien. Donc, je pense qu'on a beaucoup de chemin qui a été parcouru, mais il reste encore du travail à faire pour vraiment inclure dans toute sa diversité. Parce qu'il y a toutes sortes de personnes avec différents parcours qui sont dans notre communauté, malheureusement, qui sont absentes, qui ne sont pas très visibles, puis qui gagneraient à être plus présentes. Les absents, on va en parler, mais il y a aussi en même temps, malgré la bonne volonté de vivre ensemble, il y a aussi une montée de l'intolérance de l'autre. Oui, étrangement. Oui. C'est dû à quoi? Est-ce que on pourrait prendre pour excuse, on peut la mettre sur la pandémie, mais... La pandémie a le dos large, hein? Mais j'ai l'impression que c'était un phénomène latent qui se produisait déjà même avant la pandémie. Peut-être que ça a été exacerbé par la situation sanitaire dans laquelle on est plongé. Et c'est quelque chose qu'on trouve aux quatre coins du monde un peu. Aussi, évidemment, pas qu'en Ontario français. Loin de là. Donc, moi, je pense sincèrement que tout ça a été produit par des inégalités économiques à la base. Et fait en sorte qu'il y a de la compétition entre nous, malgré le fait qu'on a tous les mêmes intérêts. Et là, après ça, on trouve des boucs émissaires, là, un peu n'importe où, pour chercher un coupable. On pourrait remonter à la crise financière de 2008. Et toi et moi, nous sommes amateurs des réseaux sociaux, on publie beaucoup, on a une présence. Est-ce que les médias sociaux influencent aussi cette intolérance ou cette libéralisation de la parole? Oui, d'un côté, il y a toutes sortes de bonnes initiatives qui ont été faites, là. Par exemple,
exemple, pensons aux pays du Maghreb qui ont eu des révolutions il y a une dizaine d'années. Puis les réseaux sociaux ont été un moyen de permettre ça. Évidemment, il y a eu d'autres révolutions avant ça. Donc, les révolutions ne proviennent pas des réseaux sociaux, mais c'était juste un outil parmi tant d'autres. Ouais. Et j'ai l'impression qu'effectivement, les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du moins bon. On dirait que les gens laissent un peu aller, lâchent lousse. Donc, quand on sait les maîtriser, les outils des réseaux sociaux, on peut arriver à des actions positives au sein de sa communauté, de sa société. Tout à fait. Les réseaux sociaux, comme une communauté franco-ontarienne comme la nôtre, où les gens sont tellement éparpillés dans toute la province, ça permet de rejoindre les gens plus facilement. Donc ça, c'est un plus. Je pense que dans plusieurs choses, les réseaux sociaux, la clé, c'est de ne pas tomber dans les extrêmes. Oui. Et c'est d'avoir une voie mitoyenne puis de l'utiliser à bon escient pour permettre d'éviter les dérives. Une des choses que j'ai apprécié beaucoup de toi, c'était dans l'organisation il y a 2 ans quand la communauté franco-ontarienne a été invitée à la Saint-Jean, donc à Montréal. Et puis, ce moment-là, comment est-ce que tu l'as vécu? C'était un grand moment pour la communauté francophone. Un moment qu'on a partagé ensemble tous les deux. Tout à fait. C'était là le côté symbolisme, histoire, culture, identité. C'est absolument chérissant pour un franco-ontarien. C'est quasiment jouissant de vivre ça. Oui. Étant donné qu'il y a eu des fois de la distance qui s'est installée entre le Québec et l'Ontario français. Là encore, il y a une volonté de rapprochement. On ne sait pas trop comment se faire. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé entre les ponts. Donc, par où commencer? Donc, je pense que juste en termes de visibilité, c'était très bien. Oui. On était là sur la rue Saint-Denis, en plein cœur de centre-ville de Montréal. Elle défilait avec des drapeaux. En termes de partage aussi, c'était un grand moment de partage. Des gens venaient de partout et on avait la seule ambition de travailler ensemble, de collaborer. Et cette solidarité s'est démontrée aussi. Exactement, une solidarité. Et ça, c'est quand même un autre courant qui est récurrent. À chaque fois que les Franco-Ontariens ont été en lutte, le Québec a toujours porté main forte, s'est toujours manifesté. Alors, il y a une tendance, il y a un discours de dire que le Québec nous ignore, mais je serais tendance à nuancer. Il y a eu un sommet il y a quelque temps sur les rapprochements, les rapprochements. Le rapprochement dans le concept du vivre ensemble, on devait, selon toi, tu es quand même la nouvelle génération, tu l'envisages comment, ce rapprochement des francophonies? Je l'envisage de façon prometteuse. Je pense qu'il y a une volonté de part et d'autre de se rapprocher, de se retrouver, même si, comme je le disais, en temps de crise, on semble se retrouver plus facilement, mais ça serait amusant que ça dépasse seulement de façon sporadique au gré des crises et des acquis qui disparaissent. Donc, je l'envisage avec beaucoup de promesses, beaucoup d'espoir. Donc, investir sur la pérennisation de nos acquis d'abord et de continuer à y veiller pour les prochaines générations. Et tout à fait. Puis je pense que la visibilité est clé dans tout ça. Évidemment, si on n'est pas visible, si on ne se manifeste pas de façon positive, dans ce cas-là, les gens ne sauront pas qu'on existe. Donc, il faut prendre sa place. Hein? C'est pas pour rien qu'on a un hymne qui s'appelle « Notre place » dans la communauté franco-ontarienne. Et puis, tu l'as martelé, tu l'as dit, mais c'est important, le réseau scolaire. Le réseau scolaire, est-ce qu'il devrait s'impliquer plus? Qu'est-ce qu'il devait apporter, ajuster au niveau de l'innovation pour accentuer le mécanisme de vivre ensemble? J'ai l'impression qu'on pourrait... Le conseil scolaire, c'est intéressant parce que c'est un des seuls endroits où les Franco-Ontariens détiennent vraiment le pouvoir. Depuis qu'on a nos conseils scolaires depuis 1998. Donc, il faut faire attention parce que dès qu'il y a du pouvoir, il y a peut-être de l'oppression qui peut arriver. C'est toujours un couteau à double tranchant. Hein? Le pouvoir, c'est comme la dynamite. Il faut faire très attention avec. Donc, nos écoles devraient tabler là-dessus sur le vivre ensemble est un lieu d'exemple pour permettre aux francophones de se retrouver. Nous allons avoir notre université. Oui. Là, on est rendu à 3-4 universités. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent dans le Nord. Malgré ce qui se passe avec l'Université Laurentienne. C'est ça. Encore là, à toutes les fois qu'il y a eu une crise, les Franco-Ontariens en sortent encore meilleurs, encore plus grandis. Alors là, il y a Hearst qui est devenu autonome. Il y a la Laurentienne, tu le disais, avec l'Université de Sudbury. On ne sait pas trop où est-ce que ça va. Ça promet. Il y a l'Université à Toronto également. Donc là, on est rendu on se retrouvait avec 0 il y a 5 ans si on aurait fait la même émission. Là, on se retrouve avec 3, peut-être 4. C'est prometteur. Donc, il va falloir qu'on travaille à consolider ces acquis-là, à s'encourager. Les leaders actuels, il faut les supporter, j'imagine. Oui, tout à fait. Et les tenir...
les tenues représentatives de la communauté. C'est-à-dire, n'importe qui peut devenir leader de la francophonie. Heureusement, c'est pas un club privé. Il suffit de s'impliquer. Mais il faut qu'il soit redevable envers la communauté, ceux qui prennent des habits de leader. Donc, on a parlé des moyens qui favorisent le vivre ensemble. On terminerait l'émission certainement avec un mot, une chose, une chanson, une personne qui, pour toi, est le symbole de ce vivre ensemble. Une bonne question et je vais sortir un peu du côté franco-ontarien, mais je vais rester dans le Canada. Je vais évoquer le souvenir de Lester B. Pearson. Alors, ça peut surprendre un anglophone en plus, mais c'est sans doute le premier ministre du Canada le plus francophile qu'il y a jamais eu dans le pays. C'est quelqu'un qu'on connaît son engagement surtout pour la paix dans le monde, créateur des Casques bleus, rien de moins, cofondateur de l'ONU. En termes de rapprochement, de vivre ensemble, comme le nom de ton émission, c'est quelqu'un qui en a fait beaucoup, particulièrement chez les francophones. Et même s'il était premier ministre au niveau fédéral, lorsqu'il était au pouvoir, les écoles de langue française secondaire commençaient en Ontario à ouvrir. Et même si c'était pas dans sa prérogative, il a essayé de tout son poids, de toute son influence pour que ces écoles-là ouvrent effectivement, et avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, les gens comme ça, on en a encore besoin. On a besoin surtout dans notre contexte aujourd'hui où le leadership est challengé par le leader même. Donc, être leader aujourd'hui, c'est tout est. C'est pas facile, mais on a besoin des gens d'une prestance comme ça. Un prix Nobel l'appelle, le seul Canadien qui l'a reçu, c'est pas rien. Et c'est quelqu'un qui, lui, avait fait l'expérience des deux guerres, surtout de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est quelqu'un qui avait vu l'horreur de première vue là, avec ses yeux. Donc, il comprenait bien l'importance du vivre ensemble, du rapprochement entre les peuples et les cultures pour éviter toutes sortes de dérives comme on a déjà vu. Si moi, je suis le jeune étudiant là, d'une école franco-ontarienne et puis je suis habitué à voir Diego Elizondo à la télé ou dans les mobilisations, j'aimerais être ce jeune garçon-là ou cette jeune fille te poser la question de savoir, mais comment est-ce que tu te fais chaque fois quand tu te lèves le matin pour garder autant la flamme, la ferveur, ce dynamisme-là pour continuer à défendre les valeurs, le patrimoine franco-ontarien? C'est une bonne question, puis je dirais que c'est le retour et le rappel de l'histoire encore. C'est-à-dire, on n'est pas seul dans cette aventure-là. Il y a plusieurs personnes qui nous ont précédés. On est ici depuis 400 ans et malgré tous les pronostics de gens qui pensaient qu'on était pour disparaître, on est encore là. Des fois, on dit même qu'on est plus fort que jamais. On a encore des institutions, comme on le disait, des universités qui sont en train d'ouvrir. Alors, l'aventure n'est pas finie, elle continue. Elle continuera après moi, après nous, c'est certain. Donc, ça permet de voir qu'on fait partie d'une grande aventure et ça donne de l'assurance puis de la confiance. Voilà, donc c'est l'assurance, dans l'assurance, la confiance qu'on va certainement terminer cette émission-là. Et puis, moi, je voulais te remercier d'avoir pris le temps de venir nous expliquer. Et peut-être quelque chose, un message que tu voulais passer en 30 secondes avant la fin de cette émission. Bien, merci à toi pour l'invitation. Ça fut un plaisir de participer. Je terminerai l'émission peut-être avec la fameuse devise du quotidien Le Droit qui est devenue un leitmotiv de la communauté franco-ontarienne. L'avenir est à ceux qui luttent. Donc, ça résume bien la communauté franco-ontarienne dans son action. Voilà, donc l'avenir est à ceux qui luttent. Merci infiniment à Diego Elizondo, donc passionné d'histoire franco-ontarienne. Et puis, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de passer à l'émission et nous, on reste en contact. Et puis, ceux et celles qui écoutent, merci d'avoir écouté l'émission Vivre ensemble. Et puis, on revient avec d'autres émissions. Et puis, restez à l'écoute de la télévision Rogers. Merci, au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, Jean-Marie Vianney vous fera découvrir le contenu de la nouvelle saison de l'émission Vivre ensemble. Par la suite, vous serez informé sur les nouveaux programmes virtuels du Musée canadien de la guerre. Et pour finir, nous ferons le point sur la rentrée scolaire dans les écoles du CEPO. Tout ça et bien plus exclusivement à Entre nous.
Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Cette semaine sur Pêche Évasion, on pêche l'achigan sur le lac Mississippi. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.